Quelque chose d'inhabituel se passe en ce moment aux États-Unis. Pas lentement, pas progressivement, mais presque simultanément, comme si une force invisible avait décidé que le moment était venu de tout révéler en même temps. Des événements qui, pris séparément, pourraient sembler anodins, mais qui ensemble forment une image que beaucoup trouvent impossible d'ignorer. Et la grande question que des millions de personnes commencent à se poser est celle-ci. Est-ce que nous sommes en train de vivre la plus grande tragédie de l'histoire moderne de l'Amérique, ou est-ce que nous assistons à quelque chose d'encore plus grand que cela? Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ce que nous allons vous montrer va changer la façon dont vous regardez le monde autour de vous. Tout a commencé avec la Terre. Dans plusieurs États américains, le sol a commencé à s'effondrer sans aucun avertissement. Pas à cause d'un tremblement de terre, pas à cause d'une tempête. Le sol s'est simplement ouvert, comme si quelque chose en dessous avait décidé de lâcher prise. Des routes entières ont disparu en quelques secondes. Des maisons construites sur des terrains considérés comme stables depuis des décennies se sont retrouvées au bord de gouffres béants. Des quartiers entiers ont été évacués en pleine nuit, les familles emportant ce qu'elles pouvaient dans leurs bras, sans savoir si elles reverraient jamais leur maison. Les géologues expliquent que ces effondrements, qu'on appelle des sinkholes, peuvent se former quand des couches de roches souterraines se dissolvent progressivement sous l'action de l'eau. C'est un processus naturel. Ce qui n'est pas naturel, c'est la fréquence. Ce qui n'est pas naturel, c'est la vitesse. Ce qui n'est pas naturel, c'est que cela se passe dans autant d'endroits différents, en même temps, sans que la science puisse donner une explication unifiée et satisfaisante. Des résidents qui ont vécu près de ces zones toute leur vie décrivent un son qu'ils n'avaient jamais entendu auparavant. Un grondement sourd, profond, comme si la terre elle-même respirait différemment. Comme si quelque chose sous leurs pieds se réveillait après un très long sommeil. Mais l'effondrement du sol n'est que le début, parce qu'au même moment, sur les côtes américaines, quelque chose d'également troublant se produisait. Des créatures des profondeurs océaniques, des espèces qui vivent normalement à des centaines de mètres sous la surface, là où la lumière n'arrive jamais, ont commencé à apparaître sur les plages. Des animaux construits pour l'obscurité totale et pour la pression écrasante des grandes profondeurs se retrouvaient soudainement exposés à la lumière du jour, échoués sur le sable, immobiles. Les biologistes marins ont été appelés pour examiner ces apparitions. Les explications scientifiques existent, bien sûr. Des changements dans les courants océaniques, des variations de température, des perturbations dans les chaînes alimentaires sous-marines. Mais même les scientifiques admettent en privé que la fréquence de ces événements est inhabituelle, que quelque chose dans les profondeurs de l'océan est en train de changer, et que nous ne savons pas encore exactement pourquoi. Pour beaucoup d'Américains qui regardent ces images, la question n'est plus scientifique. La question est devenue spirituelle, parce que dans les textes anciens, quand les créatures des profondeurs remontent à la surface, ce n'est jamais présenté comme un événement ordinaire. C'est toujours le signe que quelque chose de plus grand est en train de se préparer. Et puis il y a les arbres. Dans plusieurs régions de Californie, des arbres qui avaient survécu à des siècles de sécheresse, d'incendies et de tempêtes, des arbres qui avaient résisté à tout ce que l'histoire avait pu leur lancer, ont commencé à mourir. Pas lentement, pas progressivement, en 48 heures, sans maladie visible, sans cause apparente. Ils ont simplement cessé de vivre, comme si une décision avait été prise quelque part et que personne ne les avait consultés. Dans la Bible, l'arbre saint est un symbole de bénédiction, de protection divine et de continuité nationale. Quand les arbres tombent sans raison, les textes anciens y voient un message très précis. Le temps de la protection est terminé. L'ère de la grâce touche à sa fin. Ce qui était protégé ne l'est plus. Et quand vous regardez l'Amérique d'aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe dans les rues, dans les institutions, dans les familles, dans les esprits, il est difficile de ne pas sentir que quelque chose a effectivement changé, que quelque chose qui semblait solide et permanent est en train de se fissurer de l'intérieur. Parce que la tragédie la plus profonde qui se déroule en Amérique en ce moment n'est pas seulement dans le sol qui s'effondre ou dans les océans qui rejettent leurs secrets. La tragédie la plus profonde est dans le tissu social lui-même. Le pays le plus puissant du monde est en train de se diviser de l'intérieur d'une façon que beaucoup de spécialistes décrivent comme sans précédent dans l'histoire moderne. Les divisions politiques
ont atteint un niveau qui dépasse la simple différence d'opinion. Des familles se sont déchirées autour de tables de repas. Des amitiés qui duraient depuis des décennies ont éclaté en quelques mots échangés sur les réseaux sociaux. Des voisins qui partageaient les mêmes rues depuis des années se regardent maintenant comme des étrangers, parfois même comme des ennemis. Et la confiance dans les institutions qui avaient toujours servi de piliers à la société américaine, le gouvernement, les médias, les tribunaux, les forces de l'ordre, cette confiance est en chute libre. Des sondages récents montrent que des proportions records d'Américains ne font plus confiance à leurs élus, que des proportions records de citoyens croient que le pays va dans la mauvaise direction, que la désillusion n'est plus l'exception, elle est devenue la règle. Et dans ce contexte de division interne profonde, l'Amérique se retrouve maintenant engagée dans un conflit militaire, à des milliers de kilomètres de ses frontières. Un conflit dont les objectifs réels, le coût réel et la durée réelle restent flous pour la grande majorité des Américains. Le sénateur qui a été informé en privé par la Maison-Blanche de l'état de la guerre est sorti de cette réunion avec quelque chose de rare dans son regard, de la peur. Pas la peur performative des politiciens qui cherchent à marquer des points, une peur réelle. Il a dit devant les caméras que c'était la session la plus frustrante de ses 15 années au Sénat, qu'il était entré dans cette salle pour obtenir des réponses et qu'il en était sorti avec encore plus de questions. Que le coût réel de cette guerre n'a pas été communiqué, que personne ne sait quand elle se terminera, et que l'hypothèse d'un déploiement de soldats américains sur le sol iranien est désormais une option sérieusement envisagée. Pensez à ce que cela signifie concrètement. Des jeunes hommes et des jeunes femmes américains potentiellement envoyés en Iran, dans un pays dont le ministre des Affaires étrangères a déclaré sans hésitation et sans la moindre trace de peur dans la voix que l'Iran est prêt pour ce scénario, qu'il s'y prépare depuis 20 ans et qu'une invasion terrestre américaine serait une catastrophe pour les États-Unis. Le journaliste qui posait les questions était visiblement choqué. Il a dû redemander comme s'il n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. Et ce moment de silence, cette seconde de stupéfaction sur le visage d'un professionnel de l'information habitué à tout entendre, ce moment en dit plus long que n'importe quel discours politique, parce qu'il révèle quelque chose d'essentiel. Ceux qui sont au pouvoir n'ont peut-être pas réellement mesuré ce dans quoi ils s'engagent. Et pendant ce temps, au-dessus des grandes villes américaines, le ciel lui-même semble participer à quelque chose. Des résidents dans plusieurs États ont décrit des couchers de soleil qui ne ressemblaient à rien de ce qu'ils avaient vu auparavant. Des nuances de rouge profond, de violet et de cramoisi qui s'étiraient bien au-delà de l'horizon longtemps après la disparition du soleil. Des éclairs silencieux traversant le ciel sans qu'aucune pluie ne tombe en dessous. Des lumières bleues et violettes pulsant lentement à travers les nuages, capturées par des dizaines de caméras dans des États différents dans la même période de temps. Et puis, au-dessus de Washington DC elle-même, la capitale du pays le plus puissant du monde, une tempête de grêle d'une violence inhabituelle a éclaté au milieu de la nuit. La grêle a frappé les monuments, les toits, les voitures garées dans les rues. Le tonnerre rebondissait entre les bâtiments si fort que les gens décrivaient le sentir vibrer à travers le sol sous leurs pieds. Et au moment le plus intense de la tempête, un éclair d'une ampleur extraordinaire a frappé près du Washington Monument et s'est étendu à travers les nuages au-dessus de la ville comme un réseau de veines lumineuses, illuminant tout comme en plein jour pendant plusieurs secondes. Les experts météorologiques ont fourni leurs explications habituelles. Des conditions atmosphériques particulières, des interactions entre couches d'air chaud et froid, des phénomènes de dispersion de la lumière. Et ces explications sont probablement correctes sur le plan scientifique. Mais elles ne répondent pas à la vraie question que les gens se posent. Pas comment cela s'est produit, mais pourquoi maintenant? Pourquoi ici? Pourquoi tout en même temps? Le psaume 29 dit « La voix du Seigneur est sur les eaux, le Dieu de gloire tonne. La voix du Seigneur éclate en flammes de feu. » Pendant des siècles, les lecteurs de ce texte l'ont interprété comme une description poétique de la puissance de la nature. Mais des générations entières de croyants y ont aussi vu quelque chose de plus précis. Un rappel que derrière les forces naturelles, il y a une intention. Que derrière les tempêtes, il y a un message. Que quand le ciel se brise au-dessus de la capitale d'une nation, ce n'est peut-être pas un hasard. Le livre de Joël décrit le jour du Seigneur comme un moment accompagné de signes dans les cieux et sur la terre. Le livre d'Isaïe avertit que la terre elle-même se désolera
et se flétrira parce que les hommes ont violé les lois éternelles et rompu l'alliance ancienne. Et le livre de Luc, dans les paroles de Jésus lui-même, décrit une période à venir où il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et sur la terre une détresse des nations, ne sachant que faire devant le mugissement de la mer et des flots. Nous ne disons pas que ces prophéties s'accomplissent aujourd'hui. Ce que nous disons, c'est que des millions de personnes, à travers l'Amérique, regardent ce qui se passe autour d'eux et font spontanément le lien avec ces textes anciens. Et quand des millions de personnes font le même lien au même moment, cela mérite au moins qu'on s'y arrête. Parce que la vraie tragédie américaine n'est peut-être pas dans les événements eux-mêmes. Elle est peut-être dans l'incapacité à les voir, dans la vitesse avec laquelle nous passons d'une information à l'autre sans jamais vraiment nous arrêter pour réfléchir à ce que cela signifie. Le sol s'effondre et nous faisons défiler nos téléphones. Le ciel se colore de rouge et nous prenons une photo pour les réseaux sociaux. Des soldats sont potentiellement envoyés dans un conflit sans fin et nous changeons de chaîne. Il y a un concept que peu de gens comprennent vraiment, mais qui explique presque tout ce qui se passe en ce moment. La vraie monnaie du pouvoir dans le monde n'est pas l'argent. Ce n'est pas le pétrole. Ce n'est pas l'armée. La vraie monnaie du pouvoir est l'attention humaine. Celui qui contrôle ce sur quoi vous concentrez votre esprit contrôle ce que vous croyez. Et celui qui contrôle ce que vous croyez contrôle ce que vous faites. Et dans un monde où des algorithmes décident de ce que vous voyez, où des guerres sont menées autant dans les esprits que sur les champs de bataille, où la vérité et le mensonge se ressemblent tellement qu'il est devenu presque impossible de les distinguer, la question la plus importante n'est peut-être plus « qu'est-ce qui se passe ?» La question la plus importante est « qui décide de ce que vous pensez qu'il se passe ?» Revenons un instant sur l'ensemble de ce tableau. Le sol qui s'effondre dans plusieurs états sans cause claire, les créatures des profondeurs qui apparaissent sur les côtes, les arbres centenaires qui meurent en 2 jours, les ciels qui brûlent de couleurs inhabituelles, les sons inexpliqués qui secouent des quartiers entiers, les animaux qui se comportent différemment, la terre qui tremble, les rivières qui se remplissent de poissons morts, et au même moment, un pays profondément divisé, engagé dans une guerre dont personne ne comprend vraiment les objectifs, gouverné par des décisions dont personne ne connaît vraiment la logique, informé par des médias dont une part croissante de la population ne fait plus confiance. Pris ensemble, ces éléments forment quelque chose, pas nécessairement la fin du monde, mais certainement la fin de quelque chose, la fin d'une époque, la fin d'un équilibre, la fin d'une certaine façon de voir le monde et de se voir dans ce monde. Et l'histoire nous enseigne que ces moments de bascule, ces moments où tout semble se désintégrer en même temps, sont aussi les moments où quelque chose de nouveau peut naître. Pas automatiquement, pas sans douleur, mais potentiellement. La question n'est pas de savoir si ces événements sont des signes prophétiques ou de simples coïncidences naturelles. La question est de savoir ce que vous allez faire de ce moment. Parce que dans les textes anciens, comme dans la sagesse humaine la plus basique, il y a un consensus sur une chose. Ceux qui survivent aux grandes tragédies ne sont pas nécessairement les plus forts. Ce sont ceux qui voient venir le changement avant les autres. Ceux qui ne ferment pas les yeux quand le sol commence à trembler. Ceux qui posent les bonnes questions pendant qu'il en est encore temps. L'Amérique vit peut-être en ce moment la plus grande tragédie de son histoire moderne. Pas parce que le sol s'effondre, pas parce que le ciel change de couleur, mais parce qu'une nation entière semble regarder tous ces signes et continuer comme si rien ne se passait. Comme si la stabilité d'hier garantissait la stabilité de demain. Comme si les fondations qui ont soutenu ce pays pendant des siècles ne pouvaient pas, elles aussi, finir par lâcher. Ce que vous faites de cette information vous appartient. Mais une chose est certaine, le moment pour se poser ces questions n'est pas après que tout s'est effondré. C'est maintenant. Pendant que vous pouvez encore choisir comment vous allez répondre à ce qui vient.